Bienvenue dans l'Œil au Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie, et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer le docteur Aurélie Bourguet. Elle est vétérinaire au CHV Atlantia à Nantes. Bonjour Aurélie. Bonjour Bertrand. Donc toi, tu pratiques en exercice exclusif en ophtalmologie vétérinaire. Ça veut dire que tu ne fais que ça de toutes tes journées. Tu es titulaire de deux diplômes de spécialiste, le DESV et le diplôme du Collège européen en ophtalmologie. Tout d'abord, je tiens à te remercier vivement de participer à l'Œil au Clébar. C'est un plaisir, merci à toi de m'inviter. Ma première question que je pose à tous les intervenants, c'est pourquoi est-ce que toi tu as choisi l'ophtalmologie comme discipline principale ? Ça, c'est lié à une petite histoire personnelle. J'avais étudiante ma petite chienne qui avait des problèmes oculaires et je l'ai présentée au professeur d'ophtalmo de l'époque en expliquant un petit peu toute ma démarche et je me suis trompée dans le diagnostic. Et ça m'a un peu vexée. Donc du coup, je me suis intéressée particulièrement à cette discipline. J'ai potassé, et puis ça me plaisait. Donc j'ai fait des stages, j'ai fait ma thèse. Puis de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. Ok, donc vraiment une histoire de passion. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de la perte de vision chez nos compagnons. Ma première question, c'est est-ce que, comme pour nous, les animaux peuvent être malvoyants ? Malheureusement, oui. Nos petits compagnons peuvent, comme nous, avoir des problèmes de vue. La grande différence par rapport à la médecine humaine, c'est que en médecine vétérinaire, on va très peu évaluer les problèmes de correction, qui sont le plus grand motif de consultation en médecine humaine. La correction de la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, la presbytie. En médecine vétérinaire, étant donné qu'on a beaucoup de mal à établir avec précision la qualité de la vision de l'animal, et que, en plus, l'acuité visuelle, la façon de voir de l'animal est différente de celle de l'homme, on va plutôt, nous, se concentrer sur les maladies oculaires à l'origine d'une perte de vision partielle ou complète, et on va avoir peu évaluer ces troubles de la réfraction. D'accord. Et nos animaux, ils peuvent être myopes ? Oui. Ils peuvent être myopes, ils peuvent être hypermétropes, exactement comme nous. Par contre, on le teste que très rarement. Et puis, l'application pratique, c'est-à-dire que les traitements vont être difficiles à mettre en place. On ne va pas mettre de lunettes, on ne va pas mettre de lentilles correctrices sur nos petits animaux de compagnie. Ouais, difficile de les garder. Et quand un animal a une baisse de vision, comment est-ce que le propriétaire va pouvoir s'en rendre compte ? Le propriétaire connaît bien en fait son animal, mais ce qui va l'alerter, ça va être toutes les modifications du comportement et surtout son mode de déplacement. Par exemple, pour une perte de vision qui va être partielle, l'animal a tendance à être plus hésitant pour déambuler dans une pièce que je vais dire chargée, donc avec des meubles, des objets, des jouets. Il va avoir tendance également à trébucher de façon beaucoup plus répétée contre une marche de trottoir, marche qui montait très bien avant, et puis là, il va avoir tendance à tomber ou se la prendre quand il veut monter, chose qu'il ne faisait pas avant. Il peut également accentuer le mouvement. Quand on passe par exemple une porte-fenêtre, il va exagérément monter sa patte parce qu'il a du mal à apprécier la largeur, la hauteur de cet obstacle. Et ça, il ne le faisait pas au préalable. Pour tout ce qui est perte de vision complète, là, le changement est encore plus marqué. On a souvent un animal qui marche au ralenti, la tête un peu basse, en se collant à la jambe de son propriétaire ou en longeant les murs. Donc il montre une certaine hésitation. Il va évidemment se cogner contre différents obstacles, un meuble, une personne, un mur. Et il va avoir tendance également à exagérer un petit peu son geste et venir tâtonner devant lui, comme le ferait une personne aveugle avec sa canne. Il y a par contre une chose auquel il faut faire attention, c'est le piège classique de l'animal qui connaît son environnement. Généralement, il le connaît sur le bout des griffes. Et je raconte toujours cette histoire. C'était l'histoire d'une collègue vétérinaire qui m'amène son chat un jour, qui me dit « Tiens, Aurélie, est-ce que tu peux regarder mon animal ? Je trouve qu'il se rate souvent quand il saute, il est un peu bête. » Donc moi, je regarde le chat. À la maison, dans son appartement, le chat, il jouait avec ses souris, il sautait, il se déplaçait complètement normalement. Et moi, je fais l'examen et je me rends compte que le chat, il est complètement aveugle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez classique, notamment chez le chat, parce qu'il connaît parfaitement son environnement. Donc, parfois, on ne note une baisse de vision, voire une vision complète,
qu'après avoir changé d'environnement, comme dans le cas d'un déménagement par exemple. Est-ce qu'on a tendance à voir ces symptômes plutôt la nuit, en cas de faible luminosité? Tout dépend du type de maladie. C'est-à-dire qu'il y a des maladies pour lesquelles la perte de vision est globale, jour et nuit. Et il y a certaines maladies, notamment la dégénérescence de rétine, qui se traduit d'abord par une perte des bâtonnets, donc c'est de cellules qui sont responsables de la vision la nuit, avant d'avoir une perte des cônes qui permettent la vision le jour. Donc, ce qui se passe dans cette dégénérescence rétinienne, c'est que la perte de vision est plus marquée à l'obscurité, d'abord, donc le chien est plus hésitant à aller dehors, trébuche plus souvent dehors, et puis au fur et à mesure que la maladie progresse, la perte de vision va être complète jour et nuit. D'accord. Donc si je comprends, le mieux, si on veut explorer vraiment la fonction visuelle de son animal, c'est de le regarder dans un milieu inconnu et plutôt à l'obscurité pour voir s'il a réellement en fait une baisse d'acuité visuelle, c'est ça? Tout à Et fait. quand un propriétaire a des doutes, est-ce qu'il vaut mieux attendre de voir l'évolution de la pathologie ou est-ce qu'il vaut mieux consulter rapidement? Je conseille toujours de consulter assez rapidement dès qu'il y a un doute sur une baisse de vision. Ça ne sert à rien d'attendre que la perte de vision soit complète, parce que souvent, il peut être trop tard. Quand la perte de vision est partielle, dans certains cas, on peut encore intervenir et on peut proposer différentes solutions. Solutions qu'on peut parfois proposer quand la perte de vision est complète, mais on a plus de risques que la maladie soit plus avancée et que les dégâts soient plus importants. Par contre, si on a une perte de vision brutale, donc du jour au lendemain, l'animal perd la vue, là, il faut consulter en urgence parce qu'on peut parfois rétablir la maladie, rétablir la vision, pardon, mais que si on intervient rapidement. Les propriétaires ont tendance à penser que ça atteint surtout les animaux âgés. Alors est-ce que c'est une idée reçue? Et non, ça peut arriver quel que soit l'âge du chien, parfois même dès l'ouverture des paupières. On parle alors de cécité congénitale, présente dès la naissance. Nous, l'objectif que quand les paupières sont ouvertes, mais c'est présent dès la naissance. Il y a un exemple que je cite pour ça, qui pour moi le plus parlant, c'est l'exemple des cataractes. Les cataractes, par exemple, ça peut atteindre différentes races de chiens. Et en fonction de la race qui est atteinte, on va avoir une âge d'apparition qui est variable. Par exemple, le husky, il développe souvent sa cataracte entre 1 et 2 ans, donc il va être amené à être aveugle précocement. Le Jack Russell, c'est plus entre 4 et 6 ans, donc l'adulte. Le caniche, le Yorkshire, le cocker, eux, c'est des cataractes qui peuvent être beaucoup plus tardives, 8-10 ans. Donc on voit que pour une même maladie, l'âge d'apparition varie en fonction des races. Et puis évidemment, d'une maladie à l'autre, la perte de vision change, l'âge d'apparition de la perte de vision change. Tu nous en as parlé tout à l'heure, la perte de vision, elle peut être progressive ou brutale. Moi, ma question, c'est est-ce que les pertes de vision sont forcément brutales ou est-ce que c'est pas plutôt des situations où un animal qui n'est plus très voyant devient d'un seul coup aveugle parce que forcément le propriétaire n'a pas su explorer ou voir en fait les symptômes d'évolution d'une perte de vision? Non, alors il y a quelques maladies pour lesquelles elle est vraiment brutale du jour au lendemain. Donc c'est des maladies rétiniennes spécifiques ou des maladies neuroptiques ou des maladies de l'encéphale. Donc là, elle peut vraiment être brutale. Mais généralement, dans la grande majorité, elle est progressive. Sauf que quand cette perte de vision touche l'homme, étant donné qu'on est capable de parler et qu'on a besoin de notre acuité visuelle relativement développée pour lire, pour travailler, pour conduire, on va être amené à consulter très rapidement dès qu'on a une petite baisse de vision. Le chien, lui, il va s'adapter très longtemps à une baisse de vision, ce qui fait que souvent cette baisse de vision partielle, elle peut, dans un grand nombre de cas, passer inaperçue. Et en fait, le propriétaire s'en rend compte quand la perte de vision bascule et devient complète. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était difficile pour un animal de lire les petites lettres comme nous chez l'ophtalmo. Quels sont tes moyens à toi pour explorer finalement la vision de nos animaux en consultation, vu que ils peuvent pas te parler, ils peuvent pas dire ce qu'ils perçoivent? C'est une très bonne question. Si tu es déjà allé chez l'ophtalmo, je pense que oui, comme nous tous, on a certainement eu ce fameux test de lecture, hein, cette petite échelle, là, c'est les chaînes de Monod ou les chaînes de Snellen en fonction du type d'échelle qu'on utilise, qui consiste à une certaine distance, lire sur cette échelle des lettres qui sont plus ou moins petites, des lettres qui sont contrastées. Et en fonction de notre capacité à aller vers les petites lettres, on détermine notre acuité visuelle, c'est-à-dire la qualité de notre vision. Il y a un deuxième test qu'on peut faire aussi, c'est le test des champs visuels. Donc on se met à l'obscurité, il y a plein de petites lumières qui s'allument et on doit déterminer si la lumière elle est en haut à gauche, en bas à droite, etc. Mais dans ces deux cas, la participation active du patient est nécessaire.
En milieu vétérinaire, c'est assez clair que ces tests ne sont malheureusement pas réalisables. Malgré toute la bonne coopération de nos petits et grands animaux, ils n'ont encore jamais répondu sur les petites lettres, ce qui rend du coup l'appréciation de la vision beaucoup plus subjective. Je dis toujours à mes patients que moi, je peux dire si leur animal voit bien, pas très bien ou pas du tout. Mais le propriétaire sera toujours beaucoup plus précis que moi pour dépister des petites modifications beaucoup plus subtiles de la vision de leur animal. Donc ça, c'est pour l'appréciation de la vision. Et puis moi, de mon côté, j'ai plusieurs tests à ma disposition pour évaluer la vision. Le premier que j'ai, c'est l'observation. Il faut apprendre à regarder l'animal, à se déplacer. Et ce petit trajet entre la salle d'attente et ma salle de consultation, il est souvent très informatif. On peut aussi corser un petit peu les choses et faire ce qu'on appelle un parcours d'obstacles, c'est-à-dire que je vais placer différents objets dans ma salle de consultation sur le chemin des objets qui vont être placés sur le chemin de l'animal et je vais évaluer sa capacité à contourner ces objets en lumière vive et à l'obscurité pour tester la vision nocturne et la vision diurne, donc à l'obscurité, nocturne et diurne. Et puis après, il y a des examens en statique, donc sur la table de consultation. Et je vais regarder différents petits tests. Celui qu'on fait le plus souvent, ça s'appelle la réponse à la menace. Donc je vais rapidement approcher ma main de l'œil de l'animal et regarder est-ce qu'il est capable de cligner des paupières en réponse à cette menace. Donc ça marche bien chez le chien. Alors pas tout de suite, ça met quelques mois avant d'arriver, parce que c'est pas un réflexe, mais c'est quelque chose qui est acquis. Mais ça arrive quand même assez rapidement. Chez le chat, ça marche plutôt bien, mais s'il est un peu prostré, parfois ça peut être douteux. Attention chez le lapin, parce que chez le lapin, ça ne marche pas du tout. Donc cette réponse à la menace permet de voir grossièrement si le chien voit. Et puis après, il y a d'autres petits tests. Je peux lâcher une boule de coton pour voir si l'animal le suit. Je peux jouer avec un laser, ça marche bien chez le chat. Je peux faire un placé visuel, donc je regarde si l'animal peut placer sa patte sur la table en l'approchant de la table lorsque je le porte. Et évidemment, tout ça doit être couplé à un examen ophtalmo complet. Et c'est avec toutes ces petites étapes que je peux déterminer un peu quelle est la qualité de la vision de l'animal. D'accord, donc ça a tendance à rester un peu grossier comme appréciation. Moi, personnellement, j'ai tendance à conseiller aux vétérinaires en formation de jamais tourner le dos finalement à leurs patients lorsqu'ils vont de la salle d'attente à la salle de consultation et vraiment profiter de ce moment pour marcher un peu à reculons et de regarder les interactions de l'animal avec l'environnement, quitte à demander à une assistante de placer des objets sur le chemin pour réaliser en quelque sorte en fait un parcours d'obstacles sans que le propriétaire ne soit prévenu pour pas qu'il influence justement le positionnement de son animal lors du déplacement. Tu me parlais des causes des maladies qui peuvent entraîner des cécités chez l'animal. Alors il y a beaucoup de causes possibles. Donc tu m'as parlé de la cataracte, de la dégénérescence rétinienne, mais également des origines centrales. C'est quoi toi en pratique les pathologies qui rendent les animaux aveugles les plus fréquentes que tu vas pouvoir constater en pratique régulière? Comme tu l'as dit, il y en a beaucoup parce que les maladies toutes les structures peuvent être atteintes. Et toutes les structures peuvent entraîner, lorsqu'elles sont atteintes, une perte de vision. Je considère que pour les plus grandes maladies, on peut avoir déjà ce que j'appelle des problèmes de hublot, donc les problèmes de cornée. La cornée, c'est la vitre antérieure de l'œil, c'est ce qui permet de protéger et ça nécessite d'être complètement transparent pour permettre la vision, comme le serait une vitre. Si la vitre devient sale, qu'elle s'opacifie lors de kératites. Je pense à des kératites sèches sévères, je pense à des maladies de cornée auto-immunes, comme la kératite superficielle chronique du berger allemand, comme la kératite pigmentaire du carlin. Lorsque la cornée s'opacifie et se pigmente complètement, la vitre devient sale, on a une perte de vision. Ensuite, on peut avoir des problèmes dans la partie antérieure de l'œil, là où se trouve le liquide devant, qui normalement est produit et éliminé de façon constante. On parle de l'humeur aqueuse. Le problème, c'est que quand l'évacuation de l'humeur aqueuse ne se fait plus, on a une surpression dans l'œil, comme un ballon un peu trop gonflé. On parle de glaucome, et le glaucome entraîne malheureusement très très souvent, si ce n'est pas quasi systématiquement, une perte de vision derrière. On a parlé de la cataracte. Il y a également des uvéites qui sont sévères. Les uvéites, c'est des inflammations de la partie antérieure de l'œil, mais il faut qu'elles soient vraiment carabinées, soit parce que tout est trouble et on ne voit pas, soit parce qu'il y a des séquelles, notamment des séquelles de glaucome, encore une fois, une perte de vision. Et enfin, c'est des problèmes, quand je parle de l'œil, des problèmes de rétine. La rétine, c'est la pellicule photo de l'œil. Et si cette pellicule photo, elle est voilée,
Donc dégénérescence de rétine, décollement de rétine, inflammation de la rétine. Et malheureusement, l'information ne passe plus et on a une perte de vision. Et là, tu évoquais les problèmes d'origine centrale. On vient d'aborder les causes oculaires, mais est-ce qu'en dehors de l'œil, il y a des parties du corps qui peuvent faire qu'il y a une perte de vision? Eh bien oui, parce que l'œil n'est pas le seul organe qui est responsable de la vision. En fait, l'œil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capter la lumière. Et ce rayon lumineux va subir différentes réfractions au travers de l'œil, au travers de la cornée, au travers du cristallin, va stimuler la rétine et va créer un signal électrique. Et ce signal électrique, il va ensuite être transmis par un nerf qui s'appelle le nerf optique, qui prend naissance au niveau du pôle postérieur de l'œil, dans l'œil, et va ensuite cheminer dans la partie postérieure de l'œil jusqu'à une zone qui s'appelle le chiasma. Le chiasma, c'est là où se retrouvent les deux nerfs optiques qui vont fusionner. Et ensuite, on va avoir tout un réseau de fibres, de voies visuelles qui vont se diriger vers le cerveau et plus précisément dans le cortex occipital dans l'encéphale. Et c'est à ce niveau-là que va se former l'image, l'image va être créée, interprétée. Donc toute atteinte sur ce trajet, nerf optique, chiasma, voie visuelle et l'aire centrale de la vision dans l'encéphale peut induire une perte de vision. Et pour ça, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut souvent, malheureusement, avoir des inflammations du nerf optique, du ou des nerfs optiques. C'est souvent bilatéral, on parle de névrite optique. On peut avoir des processus tumoraux qui touchent les nerfs optiques, le chiasma, ou même l'encéphale, responsable d'une perte de vision. On peut avoir aussi dans l'encéphale des AVC, des inflammations, des infections au niveau de l'aire de la vision. Alors, c'est rarement localisé juste là, c'est plus diffus, mais ça atteint aussi l'aire de la vision. Et toutes ces maladies peuvent induire une perte de vision. Et hormis ces causes oculaires, donc dans l'œil, est-ce qu'il y a des pathologies générales, des maladies en dehors de l'œil qui peuvent occasionner des cécités chez l'animal? Oui. On dit que l'œil est la fenêtre de l'organisme. Donc une atteinte générale peut effectivement avoir des répercussions dans l'œil et donc potentiellement sur la vision. Tu viens de le dire, il y a plusieurs maladies systémiques qui ont des répercussions oculaires et la plus connue, c'est le diabète. Et c'est également présent chez l'homme, c'est-à-dire que les humains atteints de diabète font de graves rétinopathies diabétiques qui sont souvent traitées chirurgicalement, médicalement ou chirurgicalement. Chez le chien, on a peu de rétinopathie diabétique, mais on a des cataractes diabétiques. Et c'est des cataractes bien particulières parce que ça touche la quasi-totalité des chiens diabétiques un jour ou l'autre. Et c'est des cataractes qui apparaissent les deux yeux en même temps, donc bilatérales, et souvent ça apparaît très rapidement, parfois en 24 heures. Donc du jour au lendemain, c'est un peu l'exception, le chien devient vraiment aveugle à cause de sa cataracte, alors que d'habitude la cataracte est plus progressive dans son mode d'apparition. Chez le chat, on n'a pas de cataracte diabétique, mais par contre, on a, comme chez l'homme, des rétinopathies diabétiques avec potentiellement de risques de décollement de rétine et de perte de vision. Il y a une autre grande maladie qui a des répercussions oculaires, c'est l'hypertension artérielle. Et ça, c'est assez classique et on le voit beaucoup chez le chat âgé. On a beaucoup de maladies qui peuvent induire une hypertension artérielle. On a parlé du diabète, il y a l'insuffisance rénale, l'hyperthyroïdie. Et ce qui se passe, c'est qu'à cause de cette hypertension, on va avoir des hémorragies sur la rétine, des œdèmes qui vont décoller focalement la rétine, et ensuite ça évolue vers un décollement de rétine complet et une perte de vision qui peut être dépistée brutalement. Et ensuite, on a tout ce qui est maladies infectieuses transmises par des bactéries, donc je pense à l'ehrlichiose, un foyer infectieux à distance, une borréliose. Les maladies fongiques, donc il y a des champignons, sont rares en Europe, mais ça peut toujours exister avec la coccidiose. On peut avoir des maladies auto-immunes, des immunitaires, des processus tumoraux, je pense aux lymphomes, qui, elles aussi, peuvent induire secondairement un envahissement oculaire et du coup une tumeur intraoculaire liée à cette tumeur générale. Ouais, donc comme tu le disais, le diagnostic différentiel des cécités chez l'animal, que ce soit un chien, un chat ou d'autres espèces, c'est clairement quelque chose d'assez complexe. Et il faut pas hésiter à recourir donc à des examens plus poussés, donc ça soit au niveau de l'œil, voire au niveau général pour faire le point. Oui, en effet, il est vraiment, je dis toujours qu'il est primordial lorsqu'on a une maladie générale. On a tendance à l'oublier. Typiquement, on a un chien qui est hypertendu, un chien qui est diabétique, un chien qu'on a diagnostiqué avec une maladie générale. Il est vraiment important de faire un bon examen oculaire et surtout un bon examen du fond d'œil.
Et là, tu me parlais de l'hypertension artérielle. À partir de quel âge on peut réaliser un fond d'œil pour explorer cette pathologie? Et est-ce que les vétérinaires généralistes peuvent réaliser cet examen? Ouais, on prévoit toujours un petit bilan gériatrique chez nos patients, hein, passé 7-8 ans généralement. On fait souvent un petit bilan sanguin pour regarder les reins, pour regarder tout ça. Un fond d'œil, ça prend pas beaucoup de temps et si on peut le faire relativement précocement, je pense que c'est une bonne chose. Je le préconiserais surtout chez le chat parce que les rétinopathies hypertensives, on les voit plus chez le chat que chez le chien, mais on peut le faire également chez le chien sans problème. Et puis faire un examen du fond d'œil, ça prend pas beaucoup de temps. Ça peut être considéré comme un peu compliqué parce qu'on a souvent que notre ophtalmoscope direct à disposition et on manipule pas forcément bien, mais il faut pas hésiter à s'entraîner, à travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dilater l'animal avant pour pas avoir des difficultés avec une pupille qui est trop petite, travailler à l'obscurité et vraiment prendre le temps de regarder le fond d'œil. Et plus on en regardera, plus on sera à l'aise, plus on sera apte à pouvoir diagnostiquer un problème. Et si on n'est pas à l'aise avec l'ophtalmoscope direct, on a d'autres techniques, pas forcément trop onéreuses, hein. On a d'autres de matériel. On peut prendre un transilluminateur et une lentille. On peut prendre d'autres appareils type le panoptique. Évidemment, on a l'ophtalmoscope indirect hein, qui est très bien, mais qui est un peu plus onéreux. Mais on a d'autres techniques que l'ophtalmoscope direct qui sont également très agréables pour faire un examen du fond d'œil. Effectivement, l'entraînement, c'est la clé, je Oui. pense. Tu nous parlais des atrophies progressives de rétine, des dégénérescences rétiniennes. Est-ce qu'il y a des races particulièrement prédisposées dont les vétérinaires doivent avoir connaissance ou conscience, ainsi que les propriétaires qui doivent s'inquiéter éventuellement s'ils ont un animal de cette race-là? Il y a énormément de races qui sont prédisposées à cette dégénérescence rétinienne. Mais il y en a qui sont particulièrement sujettes. Je pense notamment au caniche, au cocker, au labrador, au yorkshire. C'est des races que je vois fréquemment atteintes de dégénérescence rétinienne, mais ça ne doit pas être une liste exhaustive. Je pense que il faut plutôt que se baser sur la race, il faut se baser sur la notion de la vision, et on en a parlé tout à l'heure. Toujours poser la question comment se déplace votre animal? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est plus hésitant le jour que la nuit? Et tout animal qui devient un petit peu hésitant la nuit doit être suspect potentiellement d'une dégénérescence rétinienne, et dans ce cas-là, il faut faire un bon examen du fond d'œil. Au-delà de cet examen du fond d'œil, est-ce qu'il y a des examens spécifiques que les vétérinaires ophtalmologues vont pouvoir mettre en place pour explorer la fonction rétinienne? Oui. Alors pour regarder la fonction, parce qu'on peut toujours la regarder, par exemple si on a une opacité, si on a une cataracte, on ne peut pas forcément évaluer la rétine dans ces cas-là parce qu'il n'y a pas accès. Il ne faut pas hésiter à dégainer son échographe. C'est un examen complémentaire qui est très facile à faire. On met une goutte d'anesthésie locale sur la cornée, on prend un gel. Ça peut être le gel de l'échographe standard. Moi, j'utilise un gel à queue stérile parce que j'en fais beaucoup. Mais on peut utiliser n'importe quel gel. On pose directement la sonde sur la cornée, anesthésier l'animal. Et on voit très bien les structures intraoculaires avec une sonde linéaire, avec une résolution classique. Et ça permet d'apprécier la rétine. Enfin, la rétine, normalement, on ne doit pas la voir. On ne différencie pas ni sclère, ni choroïde, ni rétine dans le segment postérieur. Mais si on a cette fameuse image en aile de mouette, là déjà, ça peut orienter vers un décollement de rétine et se dire ce chien-là n'est pas un bon candidat à la chirurgie de cataracte parce que malheureusement, même si je rapporte de la transparence, je ne rapporterai pas de la vision. Sauf chirurgie de rétine, évidemment. Donc ça, c'est la première appréciation qu'on peut avoir. Mais pour regarder la fonctionnalité de la rétine, il existe un examen qui s'appelle l'électrorétinogramme. Ce test consiste à stimuler l'œil avec des flashs lumineux. On a placé différentes électrodes sur l'œil de l'animal, on stimule l'œil avec des flashs lumineux et on enregistre la réponse de la rétine suite à cette stimulation. Ça me permet deux choses. On a dit un protocole court qui me permet de voir oui ça marche, non ça marche pas. Globalement, je ne différencie pas les cellules. C'est ce que je fais en préopératoire de cataracte pour voir si oui ou non la rétine fonctionne et oui ou non si je peux opérer en complément de l'échographie. Mais on peut également, dans des protocoles un petit peu plus longs, distinguer indépendamment le fonctionnement des cônes et le fonctionnement des bâtonnets, et donc précocement pouvoir diagnostiquer ou confirmer une dégénérescence de rétine. D'accord, donc c'est vraiment un matériel et un examen de précision. Est-ce qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui sont équipés de cet appareil en France? Non, très peu. Très peu. Il n'y a que les personnes qui font de l'ophtalmo en pratique exclusive, généralement, qui sont équipées de cet appareil.
Et pour toi, c'est vraiment un prérequis, je pense, avant l'opération de la cataracte, parce que s'il y a une maladie évolutive, dégénérative qui évolue en parallèle, je dirais ça va pas s'opposer à la réalisation de l'opération de cataracte, mais l'animal va pouvoir être aveugle au bout de 6 mois. Exact, oui, au bout de 6 mois ou immédiatement. C'est-à-dire que souvent, le cas de figure le plus simple, c'est on a un chien avec une cataracte et qui a une pupille complètement dilatée, qui ne réagisse pas du tout à la lumière, pas d'anomalie dans l'œil. On se dit, ce chien-là, vraisemblablement, a une dégénérescence rétinienne derrière. Donc, si je l'opère, ça ne marchera pas. Mais des fois, c'est pas si simple. On a des chiens qui conservent des réflexes photomoteurs, la pupille reste mobile à la lumière. Pour autant, quand on fait le RG est complètement plat derrière et l'animal ne revoit pas derrière. Donc là, il y a quand même des petites subtilités de race. C'est-à-dire qu'il y a des races, lorsqu'on a un RG plat, qui ne verront pas après l'intervention. Ça, c'est sûr. Et il y a certaines races, et là, je pense au cocker, qui, malgré un ERG plat, si on opère, peuvent avoir une vision qui persiste, parfois jusqu'à 2 ans. Donc là, il y a toujours un discours à avoir avec le propriétaire de jusqu'où on va. Là, le RG est plat, je ne peux en aucun cas dire que confirmer que l'animal verra après l'intervention. Il y a peut-être une chance, mais j'en ai aucune idée. Si c'est un Yorkshire ou un Labrador, ou un caniche, je ne pousse pas à l'intervention parce qu'à mon avis, il y aura peu de vision derrière. Si c'est un cocker, on peut avoir un peu de vision. Quelle est la qualité de la vision ? Je ne sais pas. Elle ne sera pas bonne. Elle sera mieux que nulle, mais elle ne sera pas très bonne. Par contre, combien de temps sa vision sera présente ? Je ne sais pas. Comme tu l'as dit, ça peut être que 6 mois. Donc tu nous as parlé de différentes parties de l'œil qui peuvent être responsables d'une perte de vision chez l'animal. On retraitera dans d'autres épisodes du podcast de l'œil au clébard la partie sur le glaucome avec Sophie Cognard et la cataracte avec Arnold Lavaux. Mais j'aurais aimé que tu nous précises pour 2 entités qui sont les opacifications cornéennes et la dégénérescence rétinienne. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut proposer en pratique ? Est-ce que tu as des solutions, toi en particulier, que tu peux mettre en place ? Pour tout ce qui est problème de cornée, évidemment, tout dépend de la cause du problème de cornée. Mais on a quand même pas mal de traitements à notre disposition. La maladie la plus connue pour la cornée qui est responsable d'une opacification, donc une perte de vision, c'est la KCS, donc kératoconjonctivite sèche. C'est une maladie des immunitaires qui entraîne une baisse de production de larmes et du coup une kératite derrière et une inflammation de la cornée. Dans ces cas-là, on a effectivement des traitements, on rajoute des larmes avec un traitement lacrymomimétique, on met en place un traitement anti-inflammatoire spécifique à base de cyclosporine pour aider la glande à produire plus. Et elle a également cette action anti-inflammatoire qui peut jouer sur l'inflammation de la cornée et à minima stabiliser, si possible, c'est ce qu'on lui demande, si possible améliorer les choses. Donc, dans cette maladie de KCS, souvent, je dis au propriétaire, je vais essayer d'abord de stabiliser, c'est vraiment mon but. Et si on peut améliorer, c'est bien. Mais il y a d'autres maladies cornéennes qui répondent mieux au traitement, c'est toutes les kératites auto-immunes, notamment la kératite superficielle chronique du berger allemand. Donc il n'y a pas que le berger allemand, il y a les bergers et parfois les lévriers qui sont atteints, les greyhounds, entre autres. Et cette maladie répond très très bien au traitement anti-inflammatoire et l'avant-après est assez impressionnant parce qu'on part d'une cornée qui est complètement infiltrée, rosée, pigmentée et une fois qu'on met un traitement corticoïde local, à ce moment-là, on a un regain de transparence, la partie infiltrative rosée diminue très très vite et on peut également, avec de la cyclosporine, diminuer la composante pigmentaire. Ce qui est frustrant, c'est là où c'est important, c'est que c'est un traitement à vie. Donc, ce n'est pas un traitement on va mettre pendant 15 jours et arrêter. Donc, il y a besoin d'une observance du propriétaire qui est sur le long cours. Mais on peut avoir un regain de transparence assez impressionnant. Pour tout ce qui est kératite pigmentaire, je pense au carlin notamment, s'il n'y a pas d'autres causes responsables de ça, on peut aussi faire la cryothérapie. De façon à capter les cellules pigmentaires, détruire les cellules pigmentaires et rapporter la transparence. On peut faire des kératectomies superficielles aussi, c'est un petit peu plus agressif comme chirurgie, même si ça se passe très bien. Là, c'est un acte chirurgical par rapport à la cryothérapie, mais on a des techniques pour essayer de rapporter de la transparence. Le seul risque, c'est que ça revienne et qu'il faille réintervenir l'animal, mais en tout cas, on a des résultats qui sont très satisfaisants pour les problèmes de cornée. Et puis pour les cas les plus sévères, d'ulcère cornéen, qui peuvent induire une perte de vision à cause d'une perforation, évidemment, là, il faudra réparer la cornée chirurgicalement. Pour tout ce qui est problème de rétine, là, par contre, malheureusement, il n'existe à ce jour aucun traitement efficace pour ralentir ou empêcher cette dégénérescence de rétine.
Ça veut dire que l'animal évoluera systématiquement vers une perte de vision complète, quoi qu'on fasse. Par contre, je prescris souvent un traitement à base de vitamines, d'antioxydants. C'est pas un traitement miracle, il ne faut pas le voir comme tel, mais c'est un traitement support à la rétine qui va lui apporter du nutriment, la protéger un petit peu et essayer de retarder un peu l'évolution de cette dégénérescence rétinienne. Les choses actuellement, ils évoluent en médecine humaine. On est en train, grâce à la thérapie génique, de rapporter la vision à l'homme. C'est des techniques qui ont été testées chez le chien, qui sont applicables à l'homme. Et peut-être qu'à l'avenir, ces techniques qui sont maintenant faites à l'homme pourront être appliquées en pratique chez nos animaux domestiques. Donc ça, c'est plutôt une notion d'avenir, mais actuellement, malheureusement, pas de traitement efficace pour cette dégénérescence rétinienne. Et lorsqu'on a un animal qui devient aveugle, est-ce qu'on sait exactement comment est-ce qu'il va s'adapter, se comporter et comment réagir face à la perte de vision? C'est une question qu'on me pose souvent en consultation, parce que c'est une grosse inquiétude de la part des propriétaires. La grande différence entre l'homme et l'animal, c'est l'absence de dimension psychologique du handicap chez nos carnivores domestiques par rapport à l'homme. Les animaux ont un pouvoir d'adaptation qui est assez impressionnant. Donc, quand la perte de vision est progressive, ils s'adaptent assez facilement à cette perte de vision brutale parce qu'ils ont déjà eu un cheminement, une baisse de vision qui est arrivée petit à petit. Et ce qui fait que le cap avec la perte de vision complète se fait relativement simplement. Ce qui est parfois un petit peu plus compliqué, c'est la perte de vision brutale quand l'animal passe de « je vois bien » à « je vois plus du tout ». Et là, il y a toujours un petit temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'au début, l'animal paraît un peu déboussolé, mais il va très vite retrouver ses repères et au final parfaitement savoir où se trouvent ses affaires. Et il faut vraiment leur faire confiance, ces animaux. Et très rapidement, ils vont retrouver où est leur panier, leur canapé, leur gamelle, la porte de sortie, la porte-fenêtre. Et on va voir que au bout de quelques semaines, l'animal déambule tout à fait parfaitement dans son environnement et va très très bien s'adapter à son handicap. Et moi, dans ma pratique au quotidien, j'ai déjà eu des chats qui perdent la vision à cause d'hypertension artérielle traitée malheureusement trop tardivement, et qui continuent à chasser, qui arrivent même à attraper des oiseaux et qui se déplacent relativement normal à l'extérieur. T'as déjà vu ça, toi? Oui, c'est ce que je racontais tout à l'heure avec cette histoire de ma collègue. Les chats sont impressionnants. C'est-à-dire que les chats, avec une perte de vision complète, peuvent continuer à jouer, à chasser, à sauter. Ils sont vraiment impressionnants dans un environnement connu et parfois même à l'extérieur. Mais les chats ont d'autres sens et ils ont évidemment les mêmes sens que les chiens et que nous, mais ils ont également leur vibrisses. Et leur vibrisses, leur moustache, leur apporte énormément d'informations sur le milieu extérieur. Moi, personnellement, j'avais ma petite chienne qui avait ces fameux problèmes oculaires, qui est devenue aveugle. Donc, progressivement, on a eu une perte de vision complète. Et j'en parle souvent à mes clients parce que ça les rassure aussi. Ma petite chienne avait une qualité de vie qui était tout à fait correcte. Elle continuait à jouer, elle continuait à se gratter le dos sur le tapis, elle continuait à aller à la plage et sa bonne humeur et sa qualité de vie a été conservée tout au long de sa vie. Elle a vécu jusqu'à 16 ans très très bien. Pour les chiens en particulier, est-ce qu'il existe des dispositifs je dirais, qui leur facilitent la vie, qui évitent qu'ils se cognent ou qui permettent de mieux appréhender le milieu extérieur? Il y a plein de petits trucs que je donne aux propriétaires en fin de consultation pour aider l'animal, mais également pour gérer un animal aveugle. Parce qu'il y a des trucs pour l'animal, mais il y a aussi une prise en charge globale qu'il faut faire. La première chose que je conseille, c'est d'éviter de déménager tous les 4 matins et surtout, parfois on est amené à déménager et on ne va pas s'empêcher de déménager parce que le chien est aveugle, mais en tout cas limiter le changement des meubles au sein du domicile. Parce que le chien s'est adapté, il sait très bien où sont les objets. Si par contre on s'amuse à changer le canapé de place, changer le meuble de place, le chien il va pas savoir et il va se cogner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc pour lui c'est quand même pas très agréable. Il finira par se réhabituer, mais c'est pas très sympa de changer des meubles de place toutes les 3 semaines. Donc si on peut éviter, c'est bien. Il y a d'autres petites choses, c'est lorsqu'on a des invités qui viennent à la maison ou alors lorsqu'on est à l'extérieur, toujours prévenir, attention, le chien est aveugle. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important parce que le chien, il est tout mignon.
Quand on le voit, on n'a qu'une envie, c'est de lui donner une petite caresse. Et on se précipite dessus. Et je pense surtout aux enfants qui ils vont pas toujours très délicatement. Et le problème, c'est que le chien est surpris parce qu'il n'a pas vu notre mouvement. Et la première réaction d'un chien qui a peur peut être la morsure. Et ça peut être dramatique si l'enfant se jette sur se jette sur le chien, et puis que le chien se retourne et mord l'enfant. Donc toujours préciser, attention, les chiens est aveugle, de façon à ce que quand on doit l'aborder, on prévient l'animal, on l'appelle, on le touche délicatement, et après, une fois qu'il est préparé, on peut vraiment venir le caresser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. J'ai vu une cliente qui avait fait ça, et je trouve que c'est une très bonne idée. Elle avait mis un petit harnais à scratch, là. Elle avait mis sur le scratch « animal aveugle ». Et je pense que c'est vraiment bien, parce que c'est écrit noir sur blanc. Certains mettent un petit nœud sur la laisse, mais au final, à part un nombre restreint de personnes, personne ne connaît le code. Écrire noir sur blanc, le chien est aveugle, ok, on va avoir beaucoup de questions, mais au moins, les gens à l'extérieur seront plus précautionneux vis-à-vis de l'abord du chien. C'est un peu comme la canne blanche chez l'humain, finalement. Exactement ça, parce que malheureusement, on peut pas de chien guide d'aveugle pour nos chiens guides d'aveugle. Attention également aux piscines. Les piscines sont un vrai piège à chien aveugle. Alors, c'est déjà un piège pour les chiens, mais pour un chien aveugle, c'est pire que tout. Alors, piscine, mare et toutes choses équivalentes, parce qu'en fait, le chien ne va pas voir la piscine, va tomber dans l'eau et il sera incapable d'en ressortir et c'est la noyade assurée. Donc, faites vraiment très, très attention à ça, parce que ça peut malheureusement leur être fatal. Dans la même genre d'idée, attention aux libertés aussi, parce qu'un chien qui devient aveugle pouvait avoir avant le meilleur rappel du monde, sauf que quand l'animal devient aveugle, on peut avoir la crise panique du chien aveugle. C'est-à-dire qu'un chien qui allait très bien, il n'y avait jamais de souci, puis tout d'un coup, il entend au loin un coup de fusil, prend peur et court. Et il court, il peut courir vers la mer, il peut courir vers la route, et parfois on ne peut pas le rappeler. Donc, attention à la liberté. Et si vous avez un doute et que vous voulez quand même lâcher votre chien, et ça, je peux tout à fait l'entendre, mais mettez une grande longe de façon à pouvoir rattraper l'animal si jamais il part en courant. Et ensuite, les aides pour l'animal. Il existe des dispositifs, des sonars, par exemple. Il existe également des arceaux métalliques que l'on place sur le dos. Il y a tout l'arceau qui est devant l'animal. Comme ça, l'animal, quand il se cogne, il va être amené à d'abord cogner l'arceau avant de se cogner lui. Je suis mitigée quant à ces aides-là parce que, encore une fois, l'animal s'adapte très bien à sa cécité et va être tout à fait capable d'évaluer son environnement. Et ces aides-là, notamment l'arceau, fait qu'il va pas forcément ça va peut-être le retarder dans son cheminement d'adaptation. C'est-à-dire qu'il se cogne en permanence et il est moins à même à retrouver les obstacles. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée. Le sonar, à la limite, pourquoi pas? Parce qu'il va être amené à entendre le bruit, peut-être anticiper. C'est ce qu'on fait et ce que je conseille aux propriétaires lorsqu'ils sont en balade, c'est de dire à l'animal stop ou donner des ordres simples pour dire là, il va y avoir un trottoir, là, il va y avoir un poteau. Je pense que là, le propriétaire a un rôle primordial en balade pour prévenir l'animal et lui donner des ordres simples pour qu'il puisse s'adapter. Le sonar reproduit un petit peu ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une autre technique qui est assez simple aussi, c'est de faire un petit chemin dans la maison en tapis. J'avais des clients qui faisaient ça, ils avaient une maison en carrelage et ils avaient fait une petite ligne de tapis. Et du coup, au toucher, le chien se repérait et savait comment aller d'une pièce A à une pièce B. Et on constate souvent que, je dirais que l'animal est plus à l'écoute de son propriétaire, que la parole rentre encore plus dans le relationnel entre l'animal et le propriétaire. Moi, j'ai tendance à aussi conseiller l'utilisation de clickers, ces petits cliquets qui émettent des sons, qui vont permettre de rappeler un peu à l'ordre l'animal, en fait, s'il y a un danger ou pour attirer son attention en particulier, particulièrement s'il est hors de portée du propriétaire. Oui, c'est une bonne idée. Alors chez l'homme, on sait qu'il y a des chiens guides d'aveugles. La question moi qui revient souvent, c'est le thème du podcast aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des chiens guides pour chiens aveugles? Est-ce que tu penses, comme certains particuliers qui vont me poser la question, docteur, si je prends un second chien, est-ce que je vais pouvoir l'attacher au premier ou est-ce qu'il va pouvoir servir de guide, de poisson pilote un peu pour mon chien? Est-ce que toi, de ton ressenti, ça peut présenter un avantage pour l'animal aveugle? Il y a 2 cas de figure. Il y a des chiens pour lesquels ça marche très bien. Et dans ce cas-là, je conseille souvent de mettre une petite clochette à l'animal voyant. Comme ça, l'animal aveugle peut suivre le chien à l'ouïe également. Et on voit alors souvent, ils naviguent par 2 ou par 3 et ils se suivent et je pense que c'est bien. Chez le cheval, on le fait beaucoup.
Et ça marche très bien chez le cheval, d'avoir un cheval guide. Donc on met un cheval voyant dans le pré et ils se suivent l'un et l'autre. Donc ça, dans ces cas de figure-là, c'est très bien. Par contre, ça dépend du caractère du chien. Parce que lorsque le deuxième chien est un peu ronchon et se fait rentrer dedans systématiquement par le chien aveugle, ça peut aussi provoquer des conflits. Donc oui et non, ça dépend vraiment du caractère du chien. Ouais, donc c'est relativement variable. Clairement, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va pouvoir réaliser ou adapter dans son environnement, etc., ses agissements par rapport à son animal qui est devenu aveugle? Bah, ce qu'il peut faire, c'est l'encadrer dans son handicap, c'est-à-dire lui parler, lui donner des ordres simples, de façon à ce qu'on puisse anticiper les chocs, on puisse anticiper les chutes, parce que c'est ça qui peut blesser l'animal. Il peut éviter de changer son environnement, donc le garder dans un environnement connu pour que l'animal soit en confiance, et puis gérer toute la partie médicale pour essayer, si la cécité n'est pas complète, de la ralentir au maximum. Et pour les vétérinaires qui nous écoutent, quel conseil, toi, tu vas leur donner quand ils sont face à un animal qui a une baisse d'acuité visuelle ou carrément une cécité brutale et qui sont pas forcément confortables avec l'examen ophtalmo? L'ophtalmo, c'est une discipline qui déstabilise beaucoup, parce qu'on reste persuadé que pour faire de l'ophtalmo, il faut énormément d'équipement. Or, c'est pas vrai. Je pense que le premier conseil que je donnerais à ces vétérinaires, c'est de se raccrocher à l'anatomie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître, mais elle n'est pas très compliquée en ophtalmo. Et ensuite, apprendre malgré tout à faire un examen. Et pour faire un bon examen, il y a besoin d'un transvimulateur et d'un ophtalmoscope direct. Et plus on en fait, plus on sera à l'aise. Donc il faut vraiment se discipliner à essayer de faire méticuleusement, de façon exhaustive, un examen ophtalmo et à apprendre à le faire. Et une fois qu'on le fait, se forcer à le faire toujours de la même façon. Et je sais que quand j'ai des internes avec moi, je les conditionne, je répète exactement la façon de faire et il y a un cadre. On évalue la réponse à la menace, les réflexes photomoteurs, on fait un examen à distance, on s'approche des annexes, on regarde l'œil en lui-même, depuis la cornée vers le segment postérieur. Et je détaille chaque étape de façon à ce que quand le clinicien, quand l'interne fait l'examen, dès qu'il y a quelque chose qui choque, la cornée, tiens, elle n'est pas lisse, brillante, transparente chez ces animaux, elle est un petit peu opaque. Ah, là, il y a un problème. Et du coup, ça permet de donner un cadre. Et ça, c'est vraiment important. Et ce qui est également important, c'est de garder en tête que toutes les baisses de vision ne sont pas irréversibles et qu'il y a un bon diagnostic peut permettre à un patient de récupérer la vision et qu'il n'y a parfois rien de définitif. Et j'entends encore des discussions de vétérinaires qui disent « Ah, le chien, il a une cataracte, on ne peut rien faire ». Eh bien, pas toujours. On peut vraiment faire quelque chose. Et justement, cette chirurgie de cataracte, pour moi, elle est vraiment assez impressionnante parce qu'on rapporte du jour au lendemain la vision à un animal qui l'avait complètement perdu. Et dernière question, question que je pose aussi à chaque fois, à chaque intervenant, c'est quoi l'animal le plus original que tu aies pu opérer de cataracte? Alors, évidemment, la principale chirurgie que je fais, c'est sur le chien et sur le chat. Le plus original, c'est que j'ai opéré un poisson Napoléon. Donc c'est un poisson qui fait 30 kilos, qui est originaire des mers d'Australie, enfin pas de la mer d'Australie, mais autour de l'Australie. Et ce poisson était dans un aquarium et présentait une cataracte des deux côtés et ne naviguait plus du tout. Donc il avait dû être isolé, il y avait un vrai impact sur sa qualité de vie. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'opérer l'animal. C'était pour essayer de lui rapporter une qualité de vie suffisante et de pouvoir le remettre avec ses congénères dans le bassin principal. Et c'était une expérience incroyable parce qu'on a dû sortir le poisson de l'eau, faire une anesthésie assez incroyable en dehors de l'eau et continuer à le garder irrigué pendant que je faisais intervention qui a duré quand même 1 heure et demie pour les deux côtés parce que il fallait faire les examens complémentaires, parce qu'il fallait stabiliser le poisson. Donc pendant 1 heure et demie, le poisson est resté hors de l'eau et ça, c'était assez impressionnant.
J'imagine. Aurélie, un grand merci à toi en tout cas pour ton intervention. Je pense que ce podcast aura ravi les auditeurs, que ce qu'ils soient vétérinaires ou propriétaires d'animal. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent te retrouver au centre hospitalier Atlantia à Nantes. Tu n'es pas seul d'ailleurs dans le service, vous êtes plusieurs ophtalmos. Donc le docteur Aurélie Bourguet qui nous a fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Encore un énorme merci et à bientôt Aurélie. Merci à toi, à bientôt. Aujourd'hui, on a vu avec Aurélie Bourguet que nos animaux peuvent eux aussi devenir aveugles, et pas forcément en vieillissant. L'évolution peut être rapide ou lente, mais le propriétaire s'en rend souvent compte tardivement, ce qui complique la prise en charge thérapeutique. Le vétérinaire peut réaliser différents examens pour apprécier la vision animale, mais aucun test ne permet d'apprécier l'acuité visuelle chez nos compagnons. Les vétérinaires ophtalmos peuvent néanmoins réaliser des examens fonctionnels de la rétine pour apprécier le fonctionnement des cellules qui perçoivent la lumière, on les appelle les photorécepteurs. De nombreuses maladies oculaires et extra-oculaires peuvent entraîner une cécité. Ces atteintes peuvent perturber la transparence des milieux de l'œil, empêchant la lumière d'atteindre la rétine, mais elles peuvent également atteindre la rétine via des processus dégénératifs ou hypertensifs. Des maladies générales peuvent rendre aveugles nos compagnons, comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Enfin, des causes dites extra-oculaires peuvent entraîner une perte soudaine de la vue lors d'affections neurologiques centrales par exemple. La prise en charge de la cécité passe par un dépistage précoce et un traitement étiologique lorsqu'il est possible. Si l'animal ne recouvre pas la vue, il pourra s'adapter en développant d'autres sens comme l'odorat et l'ouïe pour compenser la perte de vision. On pourra équiper son animal de systèmes de protection pour éviter les chocs et surtout ne changer jamais l'environnement d'un animal aveugle au risque de le désorienter totalement. On se retrouve le mois prochain avec Simon Privat, alias Bodo pour les intimes, qui nous parlera de l'hyperpigmentation irienne chez le chat. Parce que quand votre chat vous jette un regard noir, ça peut être dangereux aussi pour lui. Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de l'œil au clébard, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr.